Une nouvelle de Gabriel Troreru Munoz, notre Jerry Garcia. Il s'appelle Lucas Garcia, il est le dernier hippie du monde. Il porte une barbe qu'il ne coupe jamais, des cheveux longs et des tuniques orientales. Il met parfois des jeans et des lorgnons teintés, des chemises étincelantes, c'est des colliers navajos. À d'autres moments, il aime se balader en short avec de vieux chapeaux de cow-boy et des chemises de l'armée. Nous lui rendons visite chaque été. Il vit à la Rumorosa, au nord du Mexique. Pour être plus précis, il habite une cabane à une vingtaine de kilomètres du village de la Rumorosa. Sa maison est plutôt spacieuse, un décor des années 60 du XXe siècle, qui semble figé dans une gigantesque goutte d'ambre tombée du tronc de l'arbre de la création. Nous aimons y venir partager sa nourriture macrobiotique, écouter les vinyles rayés qu'il passe sur son tourne-disque stéréophonique et admirer ses posters des concerts de rock de Jimi Hendrix, Cream et les Who. Nous l'appelons notre Jerry parce qu'il ressemble beaucoup à Jerry Garcia, le défunt leader de Grateful Dead. Même sourire narquois, même panse de buveur de bière et surtout même regard perdu dans les méandres de l'être au-delà du monde. Mais tous les attributs décrits plus haut ne constituent que le décorum, la mise en scène minimale nécessaire au véritable spectacle. Et celui-ci tient au fait que notre Jerry est le meilleur, le plus fiefé raconteur d'histoires qui existe. Mais voilà, il est resté parmi nous, parce que le jour où il ne pourra plus déclamer sa nouvelle histoire du jour, il mourra, sûrement. Notre Jerry est comme ça, un conteur infatigable, qui ne prend jamais de repos, ni lui ni nous d'ailleurs, parce que dès notre arrivée, il nous traite comme des rois et met tous les bienfaits de sa cabane à notre disposition. Ceux-ci sont peu nombreux, mais ils valent la peine par leur saveur et leur intensité, un choix musical des années 60 incomparable. Des vins et des alcools de toutes sortes, des cigares, cigarettes et joints venus de Colombie via Istanbul, et surtout des histoires fantaisistes, psychédéliques, incroyables. Toutes à dormir debout, mais toutes passionnantes. J'avoue que nous ne nous lassons jamais de les entendre, bien que nous connaissions par cœur la plupart d'entre elles. Ce qui nous émeut dans ces récits, dont notre Jerry est toujours le héros, c'est qu'il présente toujours un tour nouveau ou un personnage qui n'apparaissait pas dans la précédente version. C'est la raison pour laquelle nous revenons chaque été. Nous brûlons d'entendre toutes, oui, toutes, les variantes de ces escapades des années 60 et nous écoutons chacune d'entre elles avec la même attention que si c'était la première. Écouter notre Jerry Garcia est presque un rituel. À la nuit tombée, lorsque les étoiles brillent à travers les persiennes de sa cabane, nous nous asseyons en position du lotus autour de lui. Et tandis que nous dissertons sur des événements qui peuvent paraître insignifiants, notre Jerry sort son calumet de la paix, l'allume d'un geste économe, aspire la fumée et ferme les yeux. Puis vient le meilleur. Nous gardons tous un silence respectueux, nous nous concentrons sur ses paroles, ou plutôt sur le son de ses paroles. Sa voix est profonde, caverneuse. Elle résonne entre les murs de bois et déclenche de multiples échos. Il le sait, cela n'a rien d'un secret. Le site choisi pour construire sa cabane est une parfaite agora, idéale pour le dialogue à ciel ouvert. Les pierres énormes de la montagne à ses pieds donnent à sa voix la portée d'une cloche. Et une force qui nous sort soudain de notre léthargie pour nous mettre en harmonie avec les images que ses paroles invoquent. Les premières fois que nous sommes venus, notre Jerry nous a raconté sa vie avant les années 60 et la musique rock. C'était un adolescent de 15 ans, élevé dans le sud du pays, et dont la seule formation musicale résidait dans l'écoute chaque dimanche sur la place de son village de l'orchestre local avec ses valses et ses marches. Des problèmes financiers ont conduit sa famille à Tijuana. Là, il a rencontré un autre gamin comme lui, originaire d'un village ressemblant au sien. Dès le début, ils se sont bien entendus. Ils sont devenus amis et avant même de s'en rendre compte, ils vagabondaient ensemble, sans papier, à travers les États-Unis.
Ils sont arrivés à San Francisco et son ami a décroché rapidement un emploi de musicien, tandis que notre Jerry faisait le gigolo avec les Américaines libérées. Puis notre Jerry a fait une pause pour nous regarder. Savez-vous comment s'appelait mon ami ? Nous avons tous secoué la tête en signe de dénégation. Carlos Santana, a-t-il déclaré avant d'attraper une guitare mauve et de se mettre à jouer « Oi, como va ». Lors de visites ultérieures, notre Jerry nous a narré ses exploits amoureux. Une fois, j'ai emmené Janis Joplin et Grace Slick au pieu. Par Bouddha, je vous jure que c'est vrai. J'étais là à poil, avec ces deux vieilles que j'appelais maman. Et la Joplin m'a traité de griseur. Le bouquet. Je lui ai collé une telle raclée qu'elle n'a pas pu chanter pendant 2 semaines. La Slick s'est contentée de rigoler. Elle se pendait à mon cou en m'appelant « My Brown Rabbit ». On a fait une fiesta du tonnerre, un happening. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Et nous avons acquiescé, fascinés, comme si la scène venait de se dérouler sous nos yeux. Pour notre Jerry, il n'existait aucun épisode des années 60 auquel il n'ait participé. Il avait effectué une année de service militaire au Vietnam en 1967. Une traversée dans la peur et le désespoir. Mais il était rentré entier, sans une égratignure. Par 3 fois, les Viet Cong m'ont mis en joue et par 3 fois, quelqu'un les a expédiés ad patresse à ma place. Alors, j'ai compris. Oui, écoutez bien, j'ai su qu'un ange gardien veillait sur moi. Je vous le jure, et il me protège toujours. Puis, notre Jerry s'est baladé au beau milieu de toutes les révolutions passées et à venir. J'étais parti à la Telolco pour rendre visite à ma tante Maria, encore vieille fille, lorsqu'un massacre a commencé. Savez-vous comment je me suis sorti de ce traquenard, non ? J'ai réalisé que ceux qui tenaient un foulard blanc à la main étaient épargnés. J'ai alors couru vers la première ruelle venue et j'ai crié la même chose qu'eux. Le premier qui m'a répondu, je l'ai assommé. J'ai enfilé ses vêtements, je lui ai pris son portefeuille et ses papiers d'identité. Il ne me ressemblait pas du tout. Mais c'était ça ou rien. Écoutez bien, j'ai réussi à passer 3 points de contrôle militaire et j'ai pu quitter le pays grâce à un foulard blanc. Dingue, non ? Mais pour l'heure, notre Jerry ne veut pas parler de rocker ni de guerre, encore moins de révolution. Nous le trouvons un peu mélancolique et un peu moins concentré que lors de nos précédentes visites. Nous ne lui posons aucune question, nous préférons attendre. Peut-être les doses de hashish ont-elles émoussé son cerveau au-delà de la raison. Mais nous savons tous que les substances qu'il consomme ne sont ni du hashish, ni de la marijuana, ni du peyote, même si elles en présentent l'apparence. Depuis que notre Jerry vit ici, dans sa cabane, nous nous sommes assurés qu'il ne prenne rien qui nuise à sa santé. Il est déjà bien âgé, plus vieux qu'il ne s'en souvient lui-même. Et les matières qu'il fume ou ingurgite ne sont que des succédanés de drogue qu'il a tant aimées dans le temps, durant sa jeunesse de jouissance débridée. Il ignore, c'est préférable. Soudain, il lève la main droite comme un vieux chef indien et nous regarde avec une intensité que nous ne lui connaissions pas. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des cultes que j'ai célébrés dans mon jeune temps. Et il se met à nous raconter des histoires de groupuscules, adorant la terre nourricière ou Satan, et de communautés qui cherchaient à retrouver le contact avec les pouvoirs anciens. Enfin, il nous montre le rocher escarpé, les pierres sonores de la montagne qui nous entourent, la Lumorosa, et il nous révèle qu'en 1971, il a accompagné Bob Dylan et Country Joe, le musicien contestataire, à cet endroit précis. Savez-vous ce que nous étions venus chercher ? L'un d'entre nous évoque un trésor caché par Billy the Kid. Notre Jerry nie de la tête. Un autre suggère qu'ils sont venus dialoguer avec un chaman indien et boire du toloache. Notre Jerry nie de nouveau. En l'absence d'autres propositions, notre hôte se lève d'un bond, comme s'il était toujours jeune, et attrape une photographie sur une étagère. Il me l'attend. On ne voit que les contours d'une montagne et un ciel noir traversé par une espèce de comète ou une étoile filante. Nous avons campé ici même. Notre intention était de rester aussi longtemps que nécessaire pour contacter les extraterrestres.
parce que nous savions de sources sûres, et que je ne trahirais pas, qu'ils utilisaient la Rumorosa comme base principale sur le continent américain. Je fais passer la photographie. Personne ne parle. Nous voulons voir jusqu'où ira cette histoire et combien d'acide lysergique elle contient. Notre Jerry retourne s'asseoir. Il nous paraît moins épuisé qu'il y a quelques minutes. Son excitation est communicative et nous nous concentrons sur ses paroles. C'est ici, un 20 mars, que j'ai été le seul à établir le contact avec eux. Dylan et Country Joe, crevés par la marche, étaient restés derrière. J'avais escaladé ces mêmes pierres et là, flottant devant moi, se tenait le vaisseau. Il était superbe. Je ne sais comment vous le décrire. Il était beau et je me sentais rempli de paix, de grâce, comme si je volais. Sans aide extérieure, j'étais enfin libre et heureux. Puis il nous raconte qu'il a perdu la notion du temps et que ses compagnons d'aventure l'ont retrouvé des heures plus tard, balbutiant des paroles incohérentes. Personne ne m'a cru, même ce salaud de Joe qui a fouillé mon sac à dos parce qu'il était sûr que j'avais pris du peyote. Mais je vous jure que non, sur le cadavre de John Lennon, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Et ce que j'ai entendu, je le garde là, dans mon cœur. Pas dans mon cerveau, dans mon cœur. Nous examinons tous la photographie, puis je la rends à notre Jerry. Il continue de l'observer pendant un long moment. Voilà mon unique preuve. J'ai pris cette photo avec mon appareil de poche au moment où il partait. Nous notons tous le soupir de notre hôte. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de voyageurs en quête d'autres galaxies, mais avec le temps, j'ai réalisé que ces histoires d'objets volants non identifiés n'ont commencé qu'après la Seconde Guerre mondiale. Cela signifie qu'ils n'avaient pris contact avec l'humanité que depuis 20 ou 30 ans, et ça m'a donné la clé. Notre Jerry sort un énorme livre d'une pile d'ouvrages également volumineux. Il a pour titre « Grandeur et décadence de l'Empire romain ». Les extraterrestres sont comme les Romains lorsqu'ils ont conquis les Grecs, poursuit-il. Du fait de leur conscience raffinée, ils respectent et adorent tout ce qui est différent d'eux. Les Romains ont vaincu militairement les Grecs, mais ils ont commencé à devenir leurs disciples et à les imiter en tout. Goût, mode, philosophie, attitude face à la vie, en tout. En bien comme en mal. Il est arrivé la même chose aux extraterrestres. Plus ils supplantaient les êtres humains, plus ils leur ressemblaient. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous distinguer les uns des autres. Eux, les extraterrestres, sont plus humains que nous, comme les Romains sont devenus plus grecs que les Grecs eux-mêmes. Que pensez-vous de ma théorie ? Nous éclatons tous de rire et applaudissons. Notre Jerry lève les mains en signe de triomphe et nous offre un V de victoire, le V de l'amour et de la paix. Nous rentrons chez nous bien après le milieu de la nuit. Les autres dorment. La camionnette négocie aisément les courbes de la voie rapide de la Rumorosa. Au loin, je distingue les lumières de Mexicali. Tout est tranquille et paisible. Le vent fait trembler des panneaux sur l'autoroute. J'observe ce qu'il me serait impossible de voir en pleine ville. La Voie lactée se montre dans toute sa splendeur et les étoiles ressemblent à des flocons de neige tombant sur nous. Là-bas, dans sa section sud-est, se trouve notre foyer, Plog Tor Adji, l'étoile au filament lumineux. Autrefois, ses rayons nous chauffaient et sa beauté veillait sur nos récoltes. Mais il ne reste à présent de son éclat d'antan qu'une ombre pâle. Aujourd'hui, la Terre est notre nouveau foyer. Maintenant, nous sommes humains. Notre Jerry a raison. Nous avons supplanté les véritables maîtres de ce monde. Notre Jerry lui-même vit dans une bulle de cristal fabriquée par nos soins. Il fait partie de l'écomusée de la vie pionnière. Tout un spectacle. L'écouter, c'est écouter le chant du cygne de la première humanité. L'écouter, c'est apprendre comment vécurent réellement les anciennes créatures qui peuplèrent cette planète et la perdirent sans s'en rendre compte. Nous allons voir notre Jerry comme nous visitons la maison de Bill Gates ou l'hôpital de Mère Teresa, pour continuer à nous imprégner de leur humanité, de leurs gestes et de leurs tics, de leur façon de parler, de se vêtir et de rêver.
part pure et simple, nostalgie. Notre Jerry Garcia est une nouvelle de Gabriel Trujillo Muñoz, extraite du recueil Dimension Latino, anthologie de la SF latino-américaine, publiée aux éditions Black Coat Press. Narration, réalisation sonore, Eric Hansen.